La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga de l'Alliance israélite universelle avec Georges Bensoussan. Bonjour Georges. Bonjour Ariel. Vous êtes historien, vous avez publié il y a quelques mois chez Albin Michel un livre consacré à l'histoire de l'Alliance israélite universelle et ensemble nous parcourons l'histoire de cette institution créée il y a 160 ans. Et l'émission que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui est un peu particulière parce qu'elle va parler de l'un des aspects les plus importants de l'action de l'Alliance, l'une de ses plus grandes réussites. Et il s'agit évidemment de l'éducation des filles. L'éducation des filles qui a été quelque chose, un point central dès la création des écoles de l'Alliance à partir de la fin des années 1860. Et ma première question simplement sera pour vous, Georges Bensoussan, de vous demander pourquoi nous devrions tellement insister sur cette question alors que ça nous paraît tellement naturel que les filles reçoivent le même enseignement que les garçons, en tout cas en 2020. Ce n'était pas du tout la même chose dans cette deuxième partie du 19e siècle. Tout à fait, tout à fait. Ce qui nous paraît, nous, une évidence pour d'une certaine façon ce qui va de soi, ne l'était pas vers 1850-1900. Et ça donne encore une fois crédit à cette fameuse maxime de Paul Venn, l'historien est celui qui se méfie de ce qui va de soi. Or, justement, il y a un siècle et demi, ça n'allait pas de soi. Or, les dirigeants de l'Alliance, qui sont encore une fois ces Israélites, comme on disait à l'époque français, des Lumières, imbus des Lumières, profondément imprégnés par les Lumières, sont convaincus, comme les républicains de leur temps, je rappelle que l'idée républicaine est très forte parmi les promoteurs de l'Alliance, en 1860, au moment de la fondation, ils sont convaincus, comme les républicains français de leur temps, que l'éducation des filles sera la clé de la formation des enfants et que même mieux, sans une éducation des filles, l'éducation des garçons échouera parce que ces adultes, ces garçons devenus hommes adultes, se heurteront à des épouses sous-éduquées, souvent analphabètes ou en tous les cas illettrées, souvent archaïques, et donc tous les bénéfices de l'école investis auprès des garçons risquent d'être perdus. Or, ce qui est frappant, c'est qu'au même moment, disons vers 1880-1900, les républicains français estiment qu'il faut soustraire les femmes à l'influence des curés, à l'influence exclusive de l'Église. Il y a donc toujours cette idée sous-jacente que les femmes sont soumises à l'influence la plus archaïque, soit des rabbins, soit des prêtres. Il faut, si on veut aller vers une société plus démocratique, plus éclairée au sens du XVIIIe siècle, il faut aussi promouvoir l'instruction des filles. Ce qui ne va pas d'ailleurs de soi au sens où ça va susciter des oppositions particulièrement importantes. Mais pour autant, on peut quand même se demander quelle est la finalité de l'instruction des filles pour les dirigeants de l'Alliance à Paris. Autrement dit, quelle vision ont-ils de l'éducation des jeunes filles? En fait, c'est une éducation limitée. Il ne s'agit pas de leur donner la même éducation qu'à celle des garçons. C'est une éducation pratique qui ne doit pas déboucher sur une éducation professionnelle. C'est une émancipation, oui, mais qui s'arrête au mariage. C'est-à-dire qu'on a très peur que la femme délaisse plus tard le foyer et les enfants. Et c'est finalement une vision de notables bourgeois, ce que sont d'ailleurs les dirigeants de l'Alliance dans les années 1880-90, au sein d'un comité central à Paris qui est de plus en plus souvent coopté dans les rangs de l'époque. Donc, ce sont des gens qui, à Paris, sont peu à même d'entendre une réalité sociale populaire, une réalité sociale ouvrière, parce que dans la réalité, la jeune fille devenue, la petite fille devenue jeune fille, devenue adulte, dans les milieux populaires, est bien obligée de travailler. Et travailler très tôt, aussi bien en France que dans les pays, les communautés juives du monde arabo-musulman. Quand bien même ces enfants sont scolarisés, la jeune femme est obligée de travailler tout simplement pour pouvoir assurer le budget de la famille, pour pouvoir faire manger toute la famille. Le salaire de l'homme, la rétribution de l'homme n'y suffit pas. Donc on est loin, si vous voulez, sur le terrain de la jeune fille qui est d'abord vue comme on la voit dans les salons bourgeois des années 1880 en France, salons de la bourgeoisie parisienne, de la véritable jeune fille telle qu'elle existe dans le Mela du Maroc, la Khaa de Tunis, les quartiers juifs de Bagdad, de Damas ou du Caire ou d'ailleurs, où on ne va pas se contenter, on devra une éducation un peu éthérée et surtout pas professionnelle, mais il faudra bien un moment ou un autre la préparer à une éducation professionnelle.
Est-ce C'est que sûr cela que n'est pas une des différences qu'il y a, comme souvent à l'Alliance, entre finalement le plan tel qu'il était pensé à l'origine et la manière dont il sera appliqué sur le terrain? C'est extrêmement différent. Nous le verrons concernant le sionisme également. Donc finalement, peut-être que l'éducation des filles est allée beaucoup plus loin que ce qu'avaient imaginé les dirigeants de l'Alliance depuis Paris, mais avec une précision, Georges Bensoussan, ce sont des éducations différentes entre garçons et filles. Évidemment, ce sont des écoles séparées. Les garçons et les filles n'ont pas de cours ensemble. jamais. Il n'y a aucune mixité. Les femmes enseignent aux petites filles, les hommes enseignent aux garçons. C'est une règle d'or. Et c'est ce qui est expliqué dans l'émission précédente. La semaine dernière, j'avais dit que l'enseignement de problème, c'est qu'il n'y avait pas de professeurs d'hébreu femmes. C'était des rabbins qui, en règle générale, enseignaient l'hébreu, donc des hommes. Et ça posait beaucoup de problèmes aux parents. Alors, pour cet enseignement des filles, effectivement, sur le terrain, c'est un enseignement qui est beaucoup plus pratique que l'enseignement éthéré, très idéologisé tel qu'on le voit à Paris, où il s'agit, à Paris, je prends par exemple des phrases du président de l'Alliance en 1900, qui est Narcisse Leven, l'un des grands noms de l'Alliance, l'un des fondateurs d'ailleurs de l'Alliance, qui disait qu'il fallait favoriser chez les jeunes filles, je le cite, en 1900, la douceur, la simplicité dans la mise, le désir de briller autrement que par un étalage ridicule de bijoux de Fabala, le sentiment de l'égalité des riches et des pauvres. Les défauts de caractère et d'éducation des femmes en Orient et en Afrique tiennent à un état social déjà trop ancien pour pouvoir être modifié du jour au lendemain. Fin de citation. Ce qui est intéressant à noter sont les premiers mots, la douceur, la simplicité dans la mise, etc. Bon, en fait, sur le terrain, c'est un enseignement qui non seulement est différent, mais qui se heurte à une opposition très violente. Quelle opposition? Double. Premièrement, une opposition des rabbins. Ça a été très important parce que si l'enseignement des garçons est déjà vu comme quelque chose de dangereux, alors l'enseignement des filles est vu comme une abomination. Et deuxièmement, la résistance des parents aussi. Parce que pour les parents, l'enseignement des filles n'est pas essentiel, il n'est pas capital, et il arrive très souvent que les parents retirent les filles des écoles après 1 an ou 2 de scolarité, ce qu'ils hésiteront davantage à faire pour une petite fille. Je vais citer ici le témoignage de la directrice de l'école de filles de Téhéran, Perse, en 1904. Elle écrivait ceci: « Les parents sont tout à fait indifférents à tout ce qui concerne l'éducation de leurs filles. C'est à leurs yeux une chose superflue que d'instruire des enfants qu'ils marient le plus vite possible. » Alors, l'éducation des filles, une périlleuse innovation, l'objectif, ça n'est pas seulement de faire, ce serait caricatural, une jeune fille éthérée selon les normes bourgeoises françaises de l'époque. Non, c'est faire de la jeune fille d'abord un être humain plus instruit, plus rationnel, euh, imperméable enfin à la superstition, mais qui devra toujours rester fidèle au foyer familial. Je cite ici la circulaire du 2 juin 1896 qui dit ceci: « Sauf à de rares exceptions, les jeunes filles sorties de nos écoles ne cherchent à tirer aucun profit matériel de l'instruction acquise. Aussi sommes-nous plus libres de donner à leur éducation un caractère moins utilitaire, et la direction doit-elle bien s'inspirer du seul but à poursuivre, qui est de former de bonnes mères de famille. » Fin de citation. Alors, ça, c'est théoriquement c'est l'objectif, si vous voulez. Dans la réalité, les jeunes filles qui terminent leur, ne serait-ce que par l'enseignement de la couture, dont j'ai dit dans une émission précédente qu'il pouvait aller jusqu'à 7 heures par semaine, sont aussi préparées, qu'on le veuille ou non, à certains métiers entre guillemets féminins, comme le métier de couturière. Mais là aussi, ça va susciter des réactions dures, des réactions difficiles. Je vais citer encore 2 autres témoignages qui sont très intéressants et qui viennent l'un et l'autre du Maroc. Et je le rappelle, rassemble la plus forte communauté juive du monde arabo-musulman au début du XXe siècle. La directrice de l'école de filles de Fès, en 1900, écrit ceci à propos de la condition des filles, et donc forcément des obstacles auxquels elles se heurtent. « Vous n'ignorez sans doute pas la situation dégradée et toute de servitude qui afflige ici le sexe féminin. C'est l'homme qui est ici le maître, et son despotisme revêt à l'égard de la femme les apparences les plus dures. La femme est l'esclave qui doit obéissance passive à son seigneur et maître, et dans toute maison de vous distinguez à peine la bonne de la maîtresse de maison. Toutes deux font les mêmes travaux, toutes deux mangent à la cuisine,
À la table du maître sont seulement admis les fils. Les filles, elles, sont appelées nécessairement à subir le sort de la mère. Dès sa naissance, la femme juive de Fès subit son infériorité, tandis qu'on pousse des cris de joie et qu'on fait des réjouissances sans nombre à la naissance d'un garçon. Ce sont des cris d'enterrement qui accueillent la venue au monde d'une fille qui n'a d'autre péché que celui de naître. C'était donc de cette population arriérée que j'allais appeler à moi des esprits désireux d'apprendre et de savoir. Un père dont le dernier souci est sa fille, va-t-il vraiment vouloir s'intéresser à mon école? Va-t-il vraiment vouloir me confier ses enfants pour leur donner une éducation? Va-t-il vraiment s'imposer des sacrifices pour payer l'écolage de sa fille, c'est-à-dire les frais de scolarité? Tel était le problème que je me posais tous les jours. Fin de citation. Et un dernier exemple, c'est la directrice de l'école de filles de Marrakech, à la même époque, en 1902, à propos de la fille et à propos de la femme juive à Marrakech. Elle ne doit pas, et d'ailleurs elle n'ose pas lever la voix devant son mari. Son opinion, bonne ou mauvaise, est considérée comme nulle. Une table haute, entourée de chaises, proprement servie, est prête le samedi et les jours de fête dans la grande salle où le père, les enfants mâles, le mari donc, et les invités prennent place. Dans une autre chambre, sur une toute petite banquette basse avec une simple nappe pour tout ornement, est préparée la table des femmes, des filles et des bonnes. Car ici, les bonnes sont considérées comme enfants de la famille et mangent à la même table que leur maîtresse. Naturellement, tous les plats et les meilleurs morceaux passent d'abord à la table des hommes. Le reste, s'il y en a, sera suffisant pour la nourriture des femmes. Fin de citation. Je voudrais dire, après ces témoignages qui sont durs et qui reflètent réellement ce qu'était la condition de la femme juive en Orient, en Syrie et en Irak au même moment, ou en Libye, ça n'est pas propre au Maghreb, ce que je donne ici comme témoignage, c'est qu'il faut voir que l'effort de l'Alliance a été non seulement révolutionnaire, scolariser des jeunes filles, mais un effort couronné de succès, puisqu'en 1914, à la rentrée scolaire d'octobre 1914, sur 44 000 enfants scolarisés à ce moment-là, 17 000 de ces enfants sont des filles. Un tiers de l'effectif est un effectif féminin. C'est quand même la preuve d'une réussite patente. Et il y a fort à parier que ces enfants qui ont suivi les 4 ans de scolarité de l'école des filles ne sont plus du tout condamnés à la même servitude, au moins dans les mentalités, que leur mère ou que leur grand-mère. En tous les cas, c'est quelque chose qui a été prouvé au fil des générations. L'émancipation a commencé par là. Merci beaucoup, Georges Bensoussan, et nous nous retrouvons la semaine prochaine. La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan.